Présent que nous sommes munis d'une représentation vectorielle du signal, nous pouvons définir un certain nombre d'opérations, et notamment à la fin de la vidéo, le produit scalaire qui va être fondamental. Commençons par la valeur moyenne. Alors en version discrète, c'est extrêmement très simple, il suffit de sommer sur toutes les composantes les valeurs du signal xi et de diviser par l'effectif, le nombre de composants, c'est-à-dire grand N. On obtient donc la définition 1 sur n somme étendue des xi. On peut la réécrire en multipliant en haut et en bas par TE, et au numérateur, on distribue TE dans la somme discrète, par distributivité. Et là, on constate qu'on obtient une représentation de la valeur moyenne qui est jamais que une somme intégrale approximée par la méthode des rectangles, intégrale au sens de Riemann. Et là, ça veut dire que nous sommes passés à la définition de la valeur moyenne sous forme intégrale d'un signal analogique continu. Donc, nous avons montré comment la représentation discrète et continue, en somme, sont relativement proches par l'intégrale de Riemann approximée par la méthode des rectangles. Maintenant, nous définissons l'énergie du signal, et là, il faut discuter un peu plus des définitions parce que c'est un petit peu plus délicat. Et là, pour le coup, nous allons commencer par une version analogique continue, en convoquant l'énergie dissipée par une résistance par effet Joule. Donc, nous savons que c'est la somme intégrale de la puissance Joule instantanée qui vaut V carré sur R. V carré sur R fois dt, c'est une énergie Joule infinitésimale, et lorsqu'on intègre sur une durée t macroscopique, on obtient une énergie dissipée pendant un temps t macroscopique. Et cette énergie, elle est en unité du système international, c'est-à-dire en joules. Mais dans la communauté signal, en général, on ne sait pas dans quelle résistance le signal va débiter. Donc on fait une première abstraction qui consiste en fait à prendre R égale 1 ohm, ou bien en multipliant par R, auquel cas on obtient une énergie qui s'écrit somme intégrale de x carré dt, et ça correspond à une première abstraction, soit on a pris R égale 1 ohm, ou alors on a une énergie qui est définie en joule fois ohm. Et pour un signal discret ou échantillonné, on va à nouveau approximer cette intégrale par la méthode des rectangles, intégrale au sens de Riemann, et lorsqu'on réécrit cette intégrale approximée par la méthode des rectangles, on obtient évidemment somme des xi carré fois TE. Et là, en fait, on fait une seconde abstraction, on prend TE égale 1, et là encore, évidemment, pour le coup, on perd à nouveau les unités du système international, et l'énergie qui va en résulter n'est absolument pas écrite en joules. En toute rigueur, ça serait des joules fois ohm par seconde. Mais peu importe l'énergie, dans la communauté du signal, on ne se préoccupe pas tellement des unités. Pour conclure, on va retenir qu'en version discrète, on définit l'énergie par la somme étendue à toutes les composantes des xi carrés. Et pour la définition analogique, en fait, on va utiliser donc l'intégrale sur une durée t macroscopique de x carré fois dt. Et voilà défini nos énergies pour les deux cas. On peut encore, bien que ce soit un peu marginal, définir la puissance moyenne. Alors une puissance moyenne, c'est une énergie sur un temps macroscopique divisé par cette durée. Donc si je reviens à l'énergie dissipée par effet Joule, on obtient une puissance moyenne par cette formule que vous avez là sous les yeux. On fait à nouveau l'abstraction R égale 1 ohm, où on définit une puissance en watts fois ohm. Donc on parvient à s'abstraire de la résistance, puisqu'en général, on ne sait pas dans quelle résistance va dissiper notre tension dans la communauté signal. On obtient la définition analogique de la puissance moyenne, et lorsqu'on passe à la description discrète, alors T, la durée, c'est N fois TE, le nombre d'échantillons fois la période d'échantillonnage. On approxime à nouveau l'intégrale par la somme discrète. Et là, vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire l'abstraction TE égale 1. Le TE figure au numérateur et au dénominateur. Et par conséquent, on obtient une définition de la puissance moyenne dans laquelle on n'a pas besoin de faire l'abstraction
TE égale une unité. Donc voilà notre définition pour le signal discret, et encadré en noir ici la définition pour le signal continu. Nous sommes à présent en capacité de définir le produit scalaire de deux signaux. Alors x1, on commence donc en version discrète. X est un vecteur colonne à n composantes, et on va en faire le produit scalaire avec un deuxième vecteur y, aussi un vecteur colonne qui a évidemment la même dimension. N composantes, sans quoi on ne peut pas définir un produit scalaire sur des vecteurs qui n'auraient pas la même dimension. Comment on définit un produit scalaire dans ce cas? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'étendre la somme classique dans R3, une somme de i égale 0 à 2 des xi fois yi pour n égale 3. En fait, on étend la somme aux n composantes, donc c'est une extension assez naturelle par passage de R3 dans R puissance n. Et ici, on va regarder un cas particulier, c'est lorsque y égale x, c'est-à-dire lorsqu'on fait le produit scalaire de x avec lui-même. Alors en fait, on retombe sur la définition de l'énergie, somme étendue à toutes les composantes de xi au carré, ça fait bien l'énergie du signal. Vous savez aussi que ça, du coup, x scalaire lui-même, c'est la norme de x au carré, qu'on note quelquefois avec la double barre, ou en variante, quelquefois avec des barres simples. Maintenant, il y a un point un petit peu délicat du cours qu'il faut absolument comprendre. Dans le cas général, en signal, notre vecteur, ou nos vecteurs, n'appartiennent pas à R puissance n, mais plutôt à C puissance n. Il faut admettre la possibilité d'avoir des vecteurs avec des composantes complexes, ne serait-ce que pour gérer les exponentielles du type j oméga t, très importantes en électricité notamment. Alors si on définit x scalaire x comme tout à l'heure, on obtient un résultat qui est complexe dans le cas général, et du coup ne peut pas représenter une énergie. Ça veut dire que notre définition du produit scalaire, on va dire naturelle, comme extension de R3, ne convient pas. Donc il faut redéfinir, il faut amender la définition. Et c'est assez simple, il suffit de remplacer xi au carré qui est complexe par xi fois xi conjugué, et ça donne un résultat réel. Alors vous notez aussi que la conjugaison, on peut la noter soit x bar ou x étoile, tout dépend des contextes et des auteurs. Dès lors, avec une nouvelle définition du produit scalaire, en tout cas de x avec lui-même, que vous avez sous les yeux, vous obtenez un résultat qui est réel et qui peut bien représenter une énergie. Et donc, par extension, lorsque x et y sont différents, on redéfinit le produit scalaire comme étant la somme étendue à toutes les composantes des vecteurs des xi fois yi conjugués. Là, pour le coup, par contre, ça donne des produits scalaires qui sont en général à résultat dans C. Attention, il peut exister une variante, on aurait très bien pu aussi conjuguer en fait le premier opérande. Et de fait, si vous avez déjà suivi un cours de mécanique quantique, en général, en mécanique quantique, on conjugue plutôt le premier opérande. Voilà, nous sommes à présent munis. En signal, c'est bien le deuxième opérande qui est conjugué, et on a maintenant notre définition du produit scalaire, au moins pour un signal discret. Il nous reste à définir le produit scalaire de deux signaux continus, donc on remet la définition parce qu'il faut vraiment se l'approprier. Donc je répète, pour la retenir, pour se l'approprier, en fait c'est simplement le produit scalaire classique avec une conjugaison sur le second opérande pour gérer le caractère complexe des composantes. Et par analogie, toujours qui est liée à l'intégrale de Riemann et sa méthode d'approximation par la méthode des rectangles, on va définir le produit scalaire de deux signaux analogiques continus comme étant l'intégrale de x de t fois y de t conjugué dt. Il y a encore l'abstraction TE égale 1, parce que lorsqu'on fait l'approximation, bien sûr, elle importe.